qu'est-ce que j'ai vu là? Salut à toi, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo Movies. Et ouais, tu me connais. Évidemment, on continue à parler de cette période, à mon avis, sublime, années 80, années 90, concernant un genre qui est devenu mon genre préféré, la comédie US de cette période, et avec un nouveau portrait sur véritablement il s'en va sans dire, sur l'absolue étoile filante du genre. Chris Farley est sans conteste, et je pense le restera éternellement dans la vie de l'industrie, l'étoile filante de la comédie US, avec un impact assez fou, un impact qui n'en démord pas pour toutes les stars qui sont encore vivantes, qui l'ont connu, et qui ne peuvent l'oublier, on y reviendra plus tard. Évidemment, Chris Farley, moi je le découvre, total hasard, je traîne mon ennui sur une de mes chaînes préférées du satellite français. À l'époque, on doit être en 96, mais je suppose plutôt en 97. Et en pleine nuit sur Comédie, Chris Farley apparaît. Je sais même pas pourquoi, en évocation, peut-être par la diffusion d'un Tonight Show, voilà, avec ses entrées spectaculaires. Il les réitérera de nombreuses fois, et moi je suis scotché. Je suis scotché par cette boule d'énergie. Je suis scotché par finalement ce ton, cet humour physique, évidemment, qui fait que j'aimerais en savoir plus. Et oui, évidemment, il me faudra beaucoup pour en savoir plus, mais un sujet absolument passionnant que tout écrivain de cinéma se doit de connaître. Chris Farley, qu'est-ce que c'est finalement? Alors Chris Farley, c'est John Candy en plus. C'est John Candy sous stéroïdes, c'est John Candy, on peut le dire plutôt sous cocaïne, c'est John Belushi 2.0 de loin, finalement. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Alors Chris Farley, background, il vient de Madison, Wisconsin. Now, where did you grow up that a walk would require shoveling? I'm curious, whereabouts you from? From Madison, Wisconsin. Oh, okay, that's nice. Yeah. Madison, c'est une toute petite ville. C'est un peu le repère, comme nombre de repères aux États-Unis où on considère que ces gens sont des cutéreux. C'est l'antre des Green Bay Packers. Ça a son importance. Si vous avez eu la chance de rencontrer des gens de Madison, vous savez à quel point c'est une religion. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu cette occasion. Je vous dis tout de suite une anecdote. Bref, je vis à Seattle. On est en septembre 2012 et je passe un week-end vraiment. En même temps, je découvre aussi la ville, et je la découvre avec une horde de supporters de Green Bay, puisque leur équipe jouait contre les Seahawks le lundi soir. Mais du vendredi, ils étaient déjà là. Et donc, si tu étais dans des lieux plus ou moins touristiques de la ville, tu les rencontrais, tu parlais. Évidemment, tu parlais football, mais tu parlais très vite Chris Farley. J'ai eu des discussions Chris Farley, des discussions de fans que je n'avais jamais pu avoir auparavant à ce moment-là sur Chris Farley, pour vous dire que c'est un nom qui, malgré le temps, ne s'évapore pas de l'esprit des fans. C'est extraordinaire. Son background social, donc, il était fait pour le football, évidemment. Une famille plutôt conservatrice, avec un père assez tonitruant et haut en couleur, on dira, qui influencera beaucoup de l'humour de Farley, des sketchs de Farley aussi. But it's a little bit of my dad, you know, it's a lot of bit of my dad. He used to start out slow and then build to a rage. You know, like, I thought I told you boys to shovel the rock! Get out there!
Et puis, c'est un petit peu à la John Candy, une blessure qui fait que il se tourne vers les planches, et là, il découvre véritablement le bonheur. Voilà. Mais le bonheur de la troupe, ça sera très important pour Chris Farley. C'est un comédien qui n'arrivait pas à se mettre, qui n'avait pas le narcissisme nécessaire, et ses complexes physiques peuvent expliquer beaucoup de choses, qui n'avait pas le narcissisme nécessaire pour se mettre en avant seul, moi. Non, il avait besoin d'une troupe. Il avait besoin d'une troupe, et finalement, il est ultra talentueux dans son coin. Il tente sa chance à Chicago, dans le Second City Comic Club, qui est vraiment une succursale de la comédie américaine. John Candy a fait aussi ses gammes là-bas, voilà, et qui est à partir des années 70 et 80 aussi une succursale de SNL. À Second City, il va faire une des rencontres de sa vie. Les rencontres de sa vie, ce sont des rencontres d'amitié. Avec quelqu'un que vous devez adorer. Je sais que beaucoup d'entre vous adorez Breaking Bad, et moi de même, Better Call Saul. Eh ben Saul, c'est Bob Odenkirk. Et Bob Odenkirk démarre sa carrière avec Chris Farley, ça devient le grand ami de Chris Farley à Second City. Et quand Chris Farley va réussir le casting pour SNL, Odenkirk va le suivre en tant qu'écrivain. Actually, I did it at Second City. Bob Odenkirk wrote that for me. Beaucoup de sketchs qui sont des sketchs considérés comme légendaires seront écrits par Bob. Voilà, très important à garder en tête, évidemment. SNL, il arrive au début des années 90. Je crois que sa première apparition arrive en fin 91 ou début 92, à vérifier vraiment, mais en 92, il explose vraiment dans une nouvelle génération d'SNL. C'est une génération où les Mike Myers, Dana Carvey, tout ça vont progressivement s'en aller et vont s'imposer la bande à Adam Sandler. Ce qu'on appelle la bande à Adam Sandler. Mais c'est un peu l'histoire qui a fait ça. Parce qu'au moment des faits, c'est une bande qui est beaucoup plus équilibrée en termes de leader, ou plutôt de driving force, puisque Chris Farley n'avait pas, selon ses dires, selon les dires de son entourage, une attitude de leader, mais il avait le charisme d'un leader. Très important. Et en fait, autour de Chris Farley, d'Adam Sandler, eh bien, va s'écrire certainement les meilleures pages, et moi je considère la meilleure page de SNL. Pourquoi ? Parce que SNL, c'est devenu ce truc mythique où tous les acteurs, où tous les comiques américains en sont sortis, plus ou moins, pratiquement tous. C'est un passage obligé. Un passage obligé un petit peu plus compliqué qu'il ne le soit. Je vous conseille encore une fois de voir ce film qui explique l'apogée de National Lampoon et de son créateur, et le passage en fait de toute une génération vers SNL, et vous allez voir le stratège derrière SNL qui s'appelle Lorne Michaels. Lorne Michaels qui, vous verrez dans ce film, et beaucoup le disent, qui a finalement capté, coopté de façon peut-être plus ou moins discutable quand même, tous les talents. Voilà. Lorne Michaels, on peut le dire, le véritable Don King du monde de la comédie US, selon moi. Mais toujours est-il que SNL, pourquoi à ce moment-là c'est hyper pages ? Parce qu'en fait, SNL, c'est pas si bon que ça. SNL est finalement un exercice de style extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, pourquoi ? Parce que c'est en live, c'est en direct, et ils ont fait leur réputation là-dessus. C'est vraiment le côté à l'attention de la télé encore en live, où tout peut se passer, mais en fait, non, pas tout peut se passer. Puisque c'était des émissions complètement scriptées, où dernièrement, les seules fois où peut-être ça va esquiver un sourire sur ma face, c'est pour des peut-être vidéos extrêmement bien travaillées évidemment,
Moi, je crois que le dernier truc qui m'ont fait rire, c'est Island, Adam Sandberg et ses parodies de rap. Ça remonte à peut-être 15 ans, ce truc. Enfin bref, c'est extrêmement scripté. Ce qui fait que c'est extrêmement mécanique et que malgré tous les efforts, on sent le poids d'une mécanique clouée, rester dans les clous. C'est très vrai, vous voyez bien qu'ils lisent ou des prompteurs ou des pancartes, etc. C'est très très dur de rendre la chose organique. Voilà. Très peu ont réussi à le faire finalement. Voilà, par moments Bill Murray, Eddie Murphy, Chevy Chase, quand il s'amusait à faire tous ces sketchs où il se cassait la figure. Voilà, des sketchs qui seront repris plus tard par un groupe français, comme quoi on s'est bien pompé en France. Mais avec la bande à Chris Farley, on va avoir des moments qui sortent hors du temps, qui sortent du lot, où Sadler et Farley notamment vont réussir à emporter tout le monde et faire oublier la mécanique SNL. Et c'est là que c'est fort. Et c'est pour moi, voilà, alors ça ne tient que pour moi, les autres fans de SNL peut-être auront une autre vision des choses, évidemment. Mais pour moi, c'est la meilleure page. C'est la meilleure page et ça a été vécu par le public US, enfin le public américain, comme notre chapitre des Inconnus, par exemple. Ça a été vécu de la même chose, ou des Nuls. Et ça a été vécu à la même intensité, la même puissance. Et on sort des moments légendaires de télé et de sketch et d'humour à la télé, avec notamment des sketchs qu'on peut plus faire maintenant, mais les Alibi commercial. Alibi, c'est une famille où Chris Farley fait le père et il est accompagné de son fils, Sadler, et ils font une pub, on a l'impression d'être sur une télé locale, une pub où en fait ils proposent leur service, alors leur service de toilettage pour chiens, leur service si vous n'êtes pas à la maison, on s'occupe de votre chien, voilà. Mais on s'aperçoit que le fils a l'air demeurer déviant. Hello. Let me feed your dog. Et le père, lui, va toujours insister avec une énorme énergie, quitte à gueuler sur le public, sur le fait de laisser évidemment son fils s'occuper de votre chien, il est tellement bon pour ça. Let the boy rub the dog's belly. He said he likes to do it. Et on s'aperçoit que s'occuper de son chien, ça devient s'occuper de la grand-mère. Enfin, ça va très 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 loin. Je vous conseille, il y a plusieurs sketchs, mais je vous conseille celui où l'invité est Jason Patric, où il s'inclut dans la famille. Et alors là, ils sont au-dessus de tout. Ce qui est fort aussi, c'est que Chris Farley n'oublie pas de rire. Et donc son but ultime, c'était de faire rire les copains, tu vois. Et tu le vois, donc il y a un jeu dans le jeu qui est génial. Bref, voilà. Il y a aussi le sketch absolument légendaire du concours de Chip and Dale, le casting de Chip and Dale, où l'invité est Patrick Swayze. Patrick Swayze contre Chris Farley. Et bien sûr, le casting va aller crescendo, 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 crescendo. C'est absolument fou. C'est absolument fou. Sketch plus compliqué qu'il n'y paraît. Bob, Chris Rock, grand ami de Chris Farley, Chris Rock, qui s'est jamais remis, qui a une nostalgie sur Chris Farley énorme, et Bob Odenkirk en parleront de ce sketch bien plus tard. Et enfin, une autre série de sketchs que je vous conseille, c'est les Chris Farley Show, où en fait Chris Farley joue pratiquement lui-même, c'est-à-dire un homme mal dans sa peau. Hey, remember when you were in the Beatles and you did that album Abbey Road? Hyper impressionné par ses invités, et le truc était que à chaque fois SNL lui proposait un invité légendaire. Paul McCartney notamment, il faisait l'apprenti intervieweur, c'est-à-dire que ses questions en fait, il avait le don, l'écriture est magnifique, et Bob Odenkirk qui est aussi derrière,
C'est-à-dire qu'il amenait des questions sans véritablement réponse. Je vous conseille vraiment. Et beaucoup disent que c'est ce qui s'apparente le plus proche de ce qu'était Chris Farley dans la vie. Et je veux bien les croire. Bref, c'est une comète, c'est une pépite, et il change la télé, l'humour à la télé, il est impactant de ouf. On peut pas l'oublier. Quand tu le vois une fois, tu dis mais c'est qui ce mec, et tu le retiens. Grosse force de Chris Farley. Donc bref, ces années sont des années de légende où il atteint un stardom. Mais il faut savoir que Chris Farley a grandi dans la comédie. Je veux dire, ses héros, c'est John Belushi, comme on vous a dit, c'est John Candy, John Belushi, c'est des mecs comme Bill Murray qui le détestait, Bill Murray. Il y a Schneider, Rob Schneider qui le dit à un moment, dans un dernier podcast, vous pouvez retrouver assez facilement, que Bill Murray ne pouvait pas le saquer. Pourquoi ? Parce que Chris, finalement, un bon mec de province, l'arrivée à New York, il a pété les plombs. Comme ça arrive beaucoup dans des mégalopoles américaines où des gens qui ne sont pas habitués, tu pètes des plombs et t'essayes tout. Et le problème de Chris Farley, c'est que Chris Farley, en fait, arrivait à commencer à faire carrière dans son propre Hall of Fame. Le mec commençait à vivre dans son propre Hall of Fame, où son quotidien était à être à la rencontre de ce qu'il considérait être des Hall of Famers. Voilà. Et il voulait faire... finalement, il voulait vivre comme John Belushi, mais encore plus intensément. Et d'ailleurs, son frère Jim Belushi, qui sympathisa avec lui, lui disait « Non, mais faut que tu te calmes sur tout ça, sur la coque, les putes et tout ça. Faut calme-toi, tu vois. Mon frère, lui, il en est mort, tu vois. Moi, j'ai perdu mon frère comme ça et tout. T'es trop talentueux. » Voilà, il lui dira ça, le Jim Belushi. Et bon, bref, ça, c'est un aspect qu'il devra combattre par moment. De toute façon, vous voyez très clairement, vous voyez quand il est bien et quand il est mal. Voilà, vous le verrez, il y a notamment ces derniers mois, il a une veste léopard. Quand il a cette veste léopard, vous pouvez être sûr que ça va pas. Vous pouvez en être sûr. Toujours est-il qu'en termes de carrière, c'est assez énorme, et il va, en plus de SNL, il va apparaître dans beaucoup de films. Beaucoup de films, assez iconiques dans la comédie US, Wentworth notamment, poussé par Lorne Michaels, ce fameux Don King. On va le lancer dans le grand bain, c'est-à-dire en tant que leader, en tant que grand nom d'un film. Alors ça sera un film qui sera justement produit par Lorne Michaels, entre autres, avec la Paramount, et qui est un film à la fois, comment pourrait-on dire, un film test qui est clé en main, qui a été écrit et qui va être tenté par la Paramount, alors que Chris Farley et David Spade sont encore en contrat avec SNL, et ils vont faire une moitié de la semaine à New York pour travailler le SNL, l'autre moitié de la semaine à Toronto pour tourner Tommy Boy, finalement, qui est, à bien y regarder, un ersatz de ce qu'a pu être Planes, Trains and Automobiles. Vous savez que ce film est de l'ordre du génie selon moi, mais Tommy Boy va faire finalement le boulot. Comédie très haut chez les fans de comédie US, qui est encore très haut dans leur classement, qui a un charme, qui fonctionne, en tout cas qui fonctionne, et surtout une comédie qui passe l'épreuve du temps. Je vous conseille vraiment. Il y a tout l'humour goofy de Chris Farley qui est là. C'est un film qui se tient très bien. Il y a Rob Lowe qui est là. Rob Lowe faisait partie de ce gang, vraiment, entre Wentworth, Tommy Boy. Tommy Boy va être un énorme succès. C'est la comédie que le public avait envie de voir, finalement. À ce moment, je vous conseille. Franchement, je vous conseille.
elle est peut-être pas dans mon panthéon, mais elle vaut vraiment le coup. Important si vous aimez la comédie US, important de connaître Tommy Boy. Voilà, gros succès, ça fonctionne de fou, et Paramount, qui sent le succès arriver, va faire signer à Chris finalement le contrat piège. Voilà. Et un contrat, et là on est encore dans ces histoires, c'est pour ça que vraiment s'intéresser à Chris Farley, ça intéressait aussi à des histoires de contrats de l'industrie, des contrats entre acteurs et maisons de production, enfin, grande maison de production, et un contrat un peu pervers qui fait que les deux parties vont se mettre un peu dans la mouise, c'est-à-dire c'est un contrat avec des dates, des deadlines, plusieurs deadlines dans le contrat qui, si l'une ou l'autre partie ne respecte pas, et ben c'est un contrat qui peut se casser. Voilà, donc finalement ça va tourner la carrière cinéma de Chris Farley à quelque chose que Chris Farley lui-même ne voulait pas, parce qu'il avait vraiment des aspérités et des prétentions bien plus grandes. Et finalement, avec Chris Farley, on est aussi sur quelque chose qui est passionnant pour tout historien de cinéma et tout écrivain de cinéma, c'est le what if. On est sur du gros what if avec lui, on est sur du balèze what if avec le Chris. Tout simplement parce que à ce moment-là, il y a un film qui est écrit, mais avec lui en tête, et qui va pas se faire, et ça va être la première désillusion qui va vraiment faire mal à Chris Farley. Ne pas faire de Cable Guy, disjoncté en français, et laisser sa place à Jim Carrey, ça va lui faire très mal. Il y a une vidéo qui existe de lui, il est en interview radio, je pense pas que ça soit avec Howard Stern, mais ça lui ressemble, où on évoque Cable Guy. Et où là, il dit ah oui, non, c'était fait pour moi, mais après il y a eu des réécritures et tout. Après, bien sûr, le film a changé, Jim est parfait et tout ça. Voilà, mais j'aurais vraiment voulu voir aussi le Cable Guy avec Chris Farley. Vraiment. Alors, au lieu de ça, Paramount va rusher un film qui est vraiment une sorte de copier-coller de Tommy Boy sans la petite magie qui va avec. Évidemment, ça s'appelle Black Sheep, et là c'est sur le monde politique, voilà, sur une campagne électorale, avec toujours David Spade, qui lui aussi est pris dans le contrat avec Paramount. Donc, et ça se passe, je crois que ça se passe tournage, montage et des livraisons au cinéma, ça se passe même pas un an après Tommy Boy. C'est-à-dire que Tommy Boy c'est 95, et on est en 96 avec Black Sheep, qui a été forcé pour que Chris reste sous contrat avec Paramount et n'aille pas faire de Cable Guy. Donc le film est franchement pas au même niveau. Voilà, c'est pas pire, mais il faut comprendre un truc, et c'est là l'engrenage pervers du truc, c'est qu'il va être encore premier au box-office le week-end, ce qui vous savez que le plus important c'est le week-end, et comme Tommy Boy, Black Sheep va faire son office et va être premier et va être le leader du week-end au box-office. C'est très compliqué. Voilà. Artistiquement, Chris voit déjà, alors que c'est que le début, voit déjà sa carrière prendre une tangente qui lui-même ne veut pas. Rechute, coq et pute. Bon, voilà, faut bien regarder le moral. Mais avec Chris, c'est pas à peu près. Vous comprenez? C'est pas à peu près. Et ce contrat avec la Paramount va amener à un troisième film qui va être le film qui va même pas le délivrer de son contrat, mais qui va calmer les choses avec Paramount, c'est Beverly Hills Ninja. Et Beverly Hills Ninja peut être inconnu, d'autre part encore moins bon que Black Sheep.
tout simplement. Difficile de voir avec Beverly Hills Ninja la qualité, la puissance comique de ce mec. Voilà. Premier du week-end box-office américain. C'est très très compliqué. C'est très compliqué pour Chris. Mais, et ça lui tape sur coquillard quand même. Mais Chris est une méga star. Ces années-là, il faut comprendre que Chris Farley est l'une des invités prisés par les networks américains pour leur Tonight Show. Que ça soit Letterman, que ça soit Jay Leno, voilà. Et il a ce coup d'être l'invité qui n'est pas comme les autres. Avec ce qui va devenir un gimmick, c'est ses entrées. Tonitruantes. Qui laisseront paraître, un peu comme pouvait l'être Robin Williams aussi, où Robin laisse paraître s'il est high ou pas dans les Tonight Show. Là, c'est un peu pareil, effectivement. Et donc, le Chris Farley Goofy est d'autant plus renforcé, alors que sur le côté, finalement, il va se passer une accumulation de grands projets, absolument j'allais dire merveilleux, mais hyper intéressant. On est sur des grands what if hollywoodiens, avec un premier projet mené par non moins que rien, je sais pas si ça se dit, que David Mamet, fameux scénariste, écrivain hollywoodien, qui est derrière tellement de grands films. David Mamet a un projet qui lui tient à cœur sur un acteur du début du siècle, notamment juste après la Première Guerre mondiale, californien, qui s'appelait Fatty Arbuckle. J'ai dû le noter celui-là, Fatty Arbuckle. Et Fatty Arbuckle, en fait, il y a toute une histoire. Et quand tu connais cette histoire, tu sais que franchement, si tu es casteur, tu vas tout de suite comprendre que c'était fait pour Chris Farley. Et Chris Farley le comprend. Fatty Arbuckle, en fait, a été une star comique, physiquement, ressemblance assez frappante, une star comique du cinéma de cette époque-là, et qui aimait faire la bringue. Et une semaine de débauche du côté de San Francisco va courir à sa perte. C'est-à-dire que malheureusement, une femme de petite vertu certainement va trouver la mort après des complications gynécologiques, etc. Une affaire assez compliquée. Et une autre femme qui aurait participé à la fiesta va dire que finalement ça a été un assassinat couvert de la star hollywoodienne Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle va se prendre 2 procès, puisque finalement le procureur de San Francisco va trouver un filon en or pour se faire un nom, pour apparaître très populiste, attaquer la star, etc. Et va avoir des procès qui auront lieu, qui vont détruire le Fatty, qui vont complètement le détruire. Il va y avoir un procès, 2 procès, et 3e procès en appel. Il sera totalement acquitté, et même le district, comment on appelle ça, le district judiciaire de Californie fera même une lettre officielle d'excuse pour harcèlement auprès de lui. Donc il sera complètement blanchi de cette histoire, mais le mal est fait. Sa carrière ne pourra plus jamais revenir. Il fera même des films en tant que réalisateur sous un faux nom. C'est une déchéance à partir de là. Bref, c'est un drame absolu, et finalement, il y a une résonance par rapport à ce que vit Chris Farley qui est énorme.
qui est énorme. Et il est hyper motivé. Et là, tout son background théâtral de Madison, il a envie de le mettre en œuvre. Et il est hyper motivé, mais voilà, sa réputation est faite. Et je crois que c'est David Mamet, mais aussi les gens qui veulent démarrer ce projet, n'acceptent Chris Farley, et en fait ils le veulent en même temps, ils savent très bien que c'est le casting parfait, ils le veulent, mais il doit prouver 2 ans de sobriété pour le faire. Autant vous dire que on est sur du what if et que ce film ne verra jamais le jour, malheureusement. Et ensuite, autre projet qui lui tient à cœur, qui est fait pour lui, qui est fait en pensant à lui, qui est fait autour de lui. Et là, on est sur un projet qui verra le jour. Et on est sur une grosse, finalement, un gros thème hollywoodien du film « Qu'aurait été-il si Chris Farley, spoiler, n'était pas mort en décembre 97 ?» J'enregistre au jour, malheureusement, anniversaire de sa mort. C'est Shrek. Shrek est pensé avant tout pour Chris Farley. Et le Shrek original, l'idée du film Shrek original, est véritablement un développement autour de Chris Farley. Chris s'y implique, il voit encore le potentiel, en quoi son talent comique pur peut de nouveau être mis en avant. People see me and they go, "Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre! I'm so scared!" C'est même évident vu le travail qui est fait. Visuellement, le Shrek a un tout autre visuel pour ressembler à Chris Farley. Et il va avoir des essais, il va avoir beaucoup de travail. Alors beaucoup de travail de dessin, mais le film est en termes de artwork est déjà complété. Et les essais voix vont être, tout simplement, vont être extraordinaires. Alors dans la communauté des fans, voilà, alors c'est vraiment c'est des trucs underground sur le web. Dans la communauté des fans, on a très très longtemps cru que finalement Chris Farley n'avait pu que faire des essais, c'est-à-dire qu'il n'avait plus que faire des brides, des passages de ce qu'allait devenir le film Shrek. Voilà, et ça c'était connu de tous. Mais depuis, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo cette année, que ça sera ma dernière vidéo de l'année, mais depuis cette année, on a eu confirmation par les gens en présence, et apparemment les bandes ont été, c'est pas qu'elles sont disponibles, mais elles ont fuité. Finalement, Chris Farley avait complété un film entier en termes de voix. Alors un film qui n'est pas exactement le même que celui qu'on connaît maintenant, mais il avait complété un film entier en termes de voix, et quand on écoute les extraits qui sont trouvables, honnêtement, mais ça match de fou. C'est tellement ça, c'est tellement ce qu'il faut, c'est tellement le casting parfait, je trouve. Moi, j'ai toujours eu cette sensation, alors c'est une sensation qui n'est pas partagée, hein. J'ai souvent discuté avec des amis et mon entourage fan de cinéma aussi, qui n'y voient aucun problème. Moi, j'ai toujours eu un truc qui me déplaisait dans Shrek. J'ai jamais acheté la voix, et que ça soit la voix américaine ou la voix française, je le découvre en France avec Alain Chabat, mais même Alain Chabat, son travail, je ne suis pas convaincu, mais Chabat essaye de reproduire et d'être au plus près du travail de Mike Myers. Mike Myers qui va reprendre le casting de Shrek à la suite de la mort de Chris Farley. Mort de Chris Farley, donc c'est les derniers jours de 97. Et vous comprenez que Shrek est devenu un développement par la suite, puisqu'en fait ils ont dû tout refaire. Tout recommencer, en fait faire des variations,
Et ils ont fait un casting sur Mike Myers qui, moi, je trouve, ça n'a jamais pris, en fait. Selon moi, encore une fois. Selon moi. Et d'ailleurs, Mike Myers lui-même ne sera jamais à l'aise. En tout cas, les premières années. Puisqu'il va faire 2 ans de retravail. Et au bout de la 3e année, il dit non, il faut que je refasse toutes mes voix. Et là, je vais donner un accent scottish à Shrek qui va coller. Alors, pour certains diront que c'était parfait, certains diront que ça allait. J'en conviens parfaitement. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal, sans savoir qu'il y avait autre chose au départ, à la genèse de ce film. Mais quand tu le sais, moi, je suis désolé, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière. Shrek était fait pour Chris Farley. Chris Farley était fait pour Shrek. Chris Farley était le vrai Shrek. Et finalement, Chris Farley qui ne laissera pas énormément en termes de contenu pour être considéré comme un Hall of Famer ou pour être considéré comme un acteur qui compte ou qui a laissé une legacy, qui a laissé quelque chose, eh ben, il est ça va sans dire, au-delà même de la comédie, il est une étoile filante. Il est une étoile filante qui a péri selon les codes hollywoodiens de l'époque, franchement, mais qui, en tout cas, laisse une énergie absolument dingue. Et c'est ça qui est fou. C'est que quand vous faites... Alors, c'est des recherches absolument faciles, parce qu'il y a une accumulation de podcasts qui est sur ce sujet. Quand vous voyez, en fait, sa génération en parler 25 ans plus tard. Ils en parlent en expliquant bien qu'ils ont perdu le meilleur d'entre eux, quoi. Dès le départ, ils ont perdu le meilleur d'entre eux. Moi, je reste persuadé que peut-être Sandler n'aurait pas été la star Sandler si Farley était resté dans le game. Tu vois, je suis pas sûr de ça, mais quand tu entends Chris Rock, quand tu entends Bob Odenkirk, et je vous conseille d'ailleurs, il y a un livre, d'ailleurs, bon, si vous voulez me faire plaisir, j'ai toujours pas trouvé ce livre, mais il y a un livre, The Chris Farley Show, c'est pour Bibi, si vous le trouvez. Il y a un documentaire qui s'appelle I Am Chris Farley, assez bien, où Bob Odenkirk est vraiment assez impressionnant. On apprend aussi, et Chris Rock aussi, je crois que c'est dans ce documentaire où Bob Odenkirk, j'arrive jamais à dire son nom, explique bien que par exemple le sketch SNL avec Patrick Swayze a été compliqué et que finalement dans le fort intérieur de Chris, ça l'a détruit. Comment dire, l'image que ça renvoyait de lui-même, nous qui pensions que en fait c'était un mec qui allait au-delà de son image et tout ça, il était détruit intérieurement et que ça a été une grave erreur d'avoir fait ce sketch selon Better Call Saul, selon Monsieur Better Call Saul. C'est pas rien en fait. Et si vous êtes fan des histoires hollywoodiennes, vous devez voir ce documentaire I Am Chris Farley. Voilà, c'est important. Sandler qui retourne sur les planches, sur les spectacles, il fait des spectacles dans des arénas, malheureusement. Pour le voir, je crois que le plus proche de chez moi, c'était aller aux États-Unis, aller à Minneapolis, je crois, j'aurais pas pu le voir autrement. Voilà, mais bon. Apparemment, le meilleur passage du show, c'est l'hommage à Chris Farley. Il fait une chanson, comme il faisait des chansons dans la SNL, il était connu pour ça. Sa chanson en hommage à Chris Farley est certainement le meilleur moment du show. Voilà, c'est des mecs, c'est toute une génération, David Spade évidemment. C'est toute une génération qui ne peut pas oublier Chris Farley, parce qu'en fait Chris Farley était ce qu'on appelle la driving force, était la force, la centrifugeuse de toute une génération, et certainement la génération qui a fait que SNL a vraiment mis le socle, a vissé très fortement SNL en tant qu'émission légendaire. Voilà. Chris Farley, c'était le vrai Shrek. C'était plus que ça. C'était un humour années 90 que nous ne retrouverons plus. C'était un personnage. Et des Chris Farley comme ça existe. Vous pourrez retrouver. Voilà. C'était un mec qui respirait une sympathie folle et qui donnait un charme
à l'écran. Voilà, il y a des gens qui dégagent quelque chose de particulier. Chris Farley en faisait partie. L'étoile filante de la comédie US, c'était Chris Farley. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. L'année 2023 commence. On aura encore beaucoup d'histoires de comédie US sur ma chaîne. Vous savez que c'est une de mes passions. Et écoutez, refaites-vous Shrek en pensant à Chris Farley et puis Tommy Boy. Allez, ciao.